Alors ça y est, on se retrouve enfin cet après-midi pour faire notre leçon d'histoire. Ça va être vraiment une leçon très importante parce que euh, la semaine dernière, on avait fait une leçon sur les seigneurs, sur les chevaliers. Il me semble que la semaine d'avant, on a fait encore une séance plus sur la société du Moyen-Âge. Là, on va vraiment retourner dans la suite de l'histoire. On s'en était arrêté aux Capétiens. Et du coup, on avait vu qu'il y avait Louis IX, qui était un roi justicier, un roi saint, on a expliqué pourquoi. Et puis au début des Capétiens, il y avait notre célèbre, comment il s'appelle, Hugues Capet, qui avait fait plein de choses, qui avait résolu plein de problèmes. On avait vu qu'il avait les seigneurs qui voulaient avoir plus de pouvoir. Il avait fait une bataille pour entre guillemets remettre les seigneurs à leur place et pour dire que c'est nouveau lui le roi, etc. Il avait dit aussi que maintenant ce serait le premier fils mâle, enfin qui est un garçon du coup qui aurait la couronne à chaque fois. Et du coup ça a résolu bien des problèmes parce qu'il n'y aura plus les royaumes qui ont été séparés à chaque fois. Toi premier fils tu reçois ça, toi deuxième, toi troisième, etc. Parce que ça faisait un peu le bazar. Voilà. Et on reprend enfin la suite de notre histoire où on s'en était arrêté. Alors, du coup le temps avance, on est dans la dynastie des Capétiens et tout d'un coup un roi capétien qui s'appelle Charles IV. On voit V1, V c'est 5, 1 c'est 1. Du coup, 5 moins 1, ça fait 4. Voilà. En 1328, donc notre Charles IV, il meurt sans héritier, c'est-à-dire sans garçon. Et du coup, bah, si on n'a pas de fils, c'est la fin de la dynastie des Capétiens, c'est-à-dire de la famille des Capétiens, qui ont duré vraiment plusieurs centaines d'années. La dynastie des Capétiens, c'était énorme. Et voilà, c'est fini pour nos Capétiens, parce que Charles IV n'a pas pu avoir de garçon à qui donner la couronne. Alors du coup, les seigneurs, les grands seigneurs du royaume de France, ils se sont réunis, comme d'habitude, comme ils l'avaient fait d'ailleurs pour le Capet, ils ont dit, bah, on va choisir un nouveau roi. Et ils choisissent un nouveau roi qui s'appelle Philippe VI de Valois. Et c'est donc le début de la dynastie des Valois. Voilà. Après les Capétiens, on aura donc les Valois. Voilà, donc j'ai mis les seigneurs élisent Philippe VI le Valois, c'est le début de la dynastie des Valois. Voilà. Tout commence bien pour cette dynastie des Valois, sauf que il y a un gros problème. Parce que en 1337, Édouard III, qui est le roi d'Angleterre, on lui a dit que justement les seigneurs, ils ont élu Philippe VI le Valois. Mais lui, il se dit, tiens, pourtant moi, j'étais aussi seigneur en France. J'avais une grande partie de la France, finalement. Il avait la Guyenne, c'est près de Bordeaux, vous allez voir, je vais vous montrer après. Il avait tout ce territoire de la Guyenne, et tiens, ils ont dit, pourquoi est-ce qu'ils m'ont pas demandé à être roi aussi? Et du coup, même s'il était roi de l'Angleterre, il a dit, il n'y a aucune raison, tiens, je pourrais très bien être le roi de la France aussi, vu que moi j'ai la Guyenne, je suis un grand seigneur en France, pourquoi est-ce que j'ai pas le droit à être roi aussi, à prétendre au titre de roi? Du coup, notre Philippe III, roi d'Angleterre, il va demander à être roi de France, et c'est le début de la guerre qui va, ça s'appelle la guerre de 100 ans, mais en fait ça dure plus longtemps, je crois que ça dure 117 ans. Voilà. Du coup, ça va être une guerre qui va se dérouler très très longtemps, d'Édouard III qui veut avoir, du coup, enfin Édouard III, roi d'Angleterre, qui veut avoir la France, et la couronne de roi de France. Je vous montre juste un peu, hop, ce que c'est que la Guyane. Alors ça n'existe plus maintenant, il y a d'autres départements, mais à l'époque c'était ça la Guyane. On voit bien qu'il y a Bordeaux ici, ça allait vraiment assez loin. C'est quand même une bonne partie de la France. Hein. Voilà. C'est ce que le roi d'Angleterre, Édouard III, avait en fait. L'Angleterre, je vous rappelle que c'est ici, c'est au nord de la France. Hein. Ici, Angleterre. Voilà. Hop là. Alors, et du coup, ah bah tiens, je vais garder ça, pardon, un petit peu. Notre Édouard III qui vit ici, il prend ses bateaux et il va débarquer en Normandie ici. Ils débarquent en Normandie, ils battent tous les navires, les bateaux français, ils arrivent à débarquer et ils avancent, et pouf, ils font une première guerre contre les Français, enfin contre le roi en fait, c'est la bataille de Crécy en 1346. Et cette bataille, bah, c'était une très grande défaite des Français.
Les Anglais les ont battus à plate couture, les Français. Et du coup, première grosse bataille perdue par les Français et gagnée par les Anglais. Ensuite, il y a eu une autre bataille, il y a eu des autres batailles. Il y a le roi de France qui a été fait prisonnier par les Anglais. Édouard III a fait prisonnier le roi de France, il l'a ramené en Angleterre et il a obligé en fait les Français à signer un traité de paix qui s'appelle le traité de paix de Brétigny. Parce que les Français, ils n'avaient pas le choix, ils avaient leur roi en Angleterre, et puis du coup, c'était une rançon qu'ils demandaient. Soit vous signez le traité de paix de Brétigny, soit on ne vous rend pas votre roi. Voilà. Du coup, en 1360, le roi, tout le monde signe le traité de Brétigny, et ce traité de Brétigny, ça donne un quart de la France à l'Angleterre. Du coup, le roi d'Angleterre, bon, c'est plus Édouard III à l'époque, il est mort, c'est un autre roi, il reçoit un quart de la France, c'est énorme. Mais en échange de ce traité de paix, c'est la France peut garder son roi pour l'instant. C'est-à-dire que le roi d'Angleterre n'est pas encore le roi de France, mais il a un quart de la France, c'est énorme. Voilà. Ça pourrait s'arrêter là, mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'en fait, il y a de grands seigneurs en France, c'est-à-dire on avait vu ce que c'était un seigneur, qui s'appellent les Bourguignons. C'est des seigneurs qui ont tout l'Alsace, la Lorraine, je vais vous montrer un peu leur territoire. Ils ont tout l'endroit là en fait. Ils ont vraiment beaucoup de terres, ces seigneurs bourguignons là. Et ces seigneurs bourguignons, bah, quel est le problème? C'est qu'ils sont copains, alliés avec les Anglais. Ils ont fait un pacte, ils sont sans doute arrangés contre de l'argent, que bah, on veut que le roi d'Angleterre vienne devenir roi de France, et en échange, bah, il donnera plein de sous aux Bourguignons, il leur donnera des terres, il leur donnera de la puissance, etc. Du coup, ça commence à barder un peu pour le roi de la France. Du coup, les seigneurs bourguignons s'allient aux Anglais. Prochaine histoire. À un moment, le roi de la France, bon, c'est plus Philippe VI le Valois, il est mort depuis longtemps. Mais c'est un autre roi qui meurt. Il a un héritier, il n'y a pas de souci. Il a un fils qui s'appelle Charles VII. Mais le souci, c'est que les Bourguignons, les seigneurs bourguignons, ils font tout pour que son fils, qui s'appelle le Dauphin, c'est quand... le Dauphin, c'est le fils du roi, il a un nom, il s'appelle le Dauphin, c'est comme ça. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Du coup, les seigneurs bourguignons, ils font tout pour que Charles VII ne devienne pas roi. Alors que normalement, c'est son droit, il est fils du roi, il devient roi. Mais, du coup, pour que son fils... Non, que le fils du roi, Charles VII, ne devienne pas roi. Ils font tout pour ça. Du coup, les Bourguignons, ils disent à Charles VII, qui normalement devrait être roi, de fuir à Chinon. Sinon, il va dire, en gros, c'est plutôt une menace, c'est soit tu fuis, tu prends pas la couronne, et tout est bien, soit on t'attaque. Du coup, bah, le pauvre Dauphin, le fils du roi, bah, il s'enfuit, il va à Chinon. Et pendant ce temps, tu voulais dire? Ok. Et pendant ce temps, du coup, les seigneurs bourguignons, ils mettent sur le trône de France quelqu'un qui n'a pas du tout le droit d'être roi, parce qu'il n'est pas de sang royal, etc. C'est le duc de Bedford. Et ce duc de Bedford, on a vu que c'était un seigneur, il est haut dans la pyramide des seigneurs. C'est un bourguignon. Ouh. Du coup, le roi de France, maintenant, c'est un bourguignon, qui est pour les Anglais. Il est couronné roi de France. Et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça sent pas très bon pour les Français. Alors, ça c'était le début de l'histoire. Maintenant, il va se passer quelque chose quand même, parce que vous avez vu, on n'est pas anglais. On va écouter ce qui s'est passé. Pour ça, j'ai... Oh non, attendez, je vais d'abord vous montrer plusieurs choses sur... comment dire? Plusieurs documents, j'ai un tableau à vous montrer, une carte à vous montrer pour vous illustrer un peu tout ça. Voilà. Je vais mettre un peu quelques secondes la vidéo en pause pour que vous puissiez... Bah, de toute façon, je pense qu'on va le prendre en photo peut-être. Bon, on verra. Parce qu'en fait, je pensais l'effacer. Pour pouvoir faire la suite. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut prendre une photo pendant la vidéo? Non. Bon, tant pis. Sinon, on verra.
je changerai après. J'ai fait une faute, c'est ça? Ah. Son fils. Ok. On est bon, pardon. Du coup, ça, j'essaierai quand même de vous trouver ou de prendre la vidéo de... Ah, sinon je peux tourner le tableau, c'est super idée ça. Ok, on est bon. Merci. Hop là. Comme ça, vous pourrez l'avoir en photo et comme ça, vous pouvez raconter l'histoire à vos parents, par exemple, le soir. Parce que c'est une bonne histoire, je trouve. Voilà. Je vais effacer ça. Et on va pouvoir enfin continuer. Désolé pour ce petit temps d'attente. Je vous montre un premier document. Ok, on est bon. Ah, ça y est, on est bon. Petit zoom. Ok. Alors, ce document, c'est... Alors là, normalement, je devrais vous demander un chevili. Pour un chevili, ce que c'est, il y a un indice. Regardez, ici, il y a de l'écriture. C'est un parchemin. C'est une illustration d'un parchemin, on appelle ça une miniature. Zut, vous aurez pu garder un chevili, ce qu'il avait. Sur cette miniature, on voit donc deux camps. On a un camp ici, de chevaliers, un autre camp là, on voit un château. Alors, ici on a le symbole des Français. C'est les fleurs de lys, il y en a 3, voilà. Et ici on a le drapeau des Anglais. On va voir la différence du coup entre les Français et les Anglais. Les Anglais, ils ont l'air d'avoir de longs arcs, comme ça. Et ils en ont beaucoup. On voit qu'ils ont l'air assez bien organisés. Regardez, il y a des belles rangées là, de soldats. Alors chez les Français, regardez comment ils sont organisés. Il n'y a pas du tout de belles rangées. Eux, les Français, ils ont des arbalètes. Voilà. Et l'inconvénient des arbalètes, c'est que ça met beaucoup, mais alors beaucoup de temps à recharger. Pour recharger une arbalète, on tire une fois. Alors d'accord, c'est très puissant. Mais les arcs longs sont aussi très puissants. Une arbalète, il faut donc la prendre, on la tire, on la pose par terre, on prend un outil, une sorte de crochet pour tirer le câble tellement il est tendu, et on doit le tendre fort. Ensuite, on prend une flèche, on met dedans et on peut ensuite tirer. C'est vraiment quelque chose de très très long. Alors que les arcs, c'est super simple, ils ont un carquois dans le dos, ils prennent leur flèche, ils tirent, ils prennent leur flèche, ils tirent. C'est super simple. Du coup, cette bataille, on voit que le fait que les Français aient des arbalètes et que les Anglais avaient des arcs longs, forcément, les Français avaient déjà pas l'avantage, quoi. Et du coup, les Français ont perdu, mais alors, ils ont beaucoup, enfin, comment dire, ils ont... c'était une très très grosse défaite pour les Français. Hein. On voit bien d'ailleurs là qu'il y a des gens qui carrément, on dirait qu'il va partir celui-là, tellement il y en a qui veulent fuir sur la photo. Il y en a qui tournent le dos carrément au champ de bataille. Alors je regarde, mais les morts, normalement, oui, c'est ça. Il y avait 3000 morts du côté français, 3000 personnes qui étaient mortes pendant cette bataille. C'est la bataille de Crécy, c'est celle que je vous ai parlé au début, quand les Anglais sont arrivés, qui sont passés par la Normandie, qui sont allés à Crécy. Première grosse défaite des Français. Et du côté des Anglais, il y a eu seulement 100 morts. 3000 contre 100. Du coup, c'était une énorme défaite. Voilà. Deuxième document maintenant que je vais vous montrer. Voilà, c'est une belle carte. C'est beau les cartes. Alors, sur cette carte du coup, on voit que c'est après le traité de paix de Brésigny. En fait, tout ça, ce qui est en orange... Ah non, pardon, j'inverse. Ça, tout ce qui est en orange, c'est encore ce qui reste de la France. Et tout ce qui est en vert, c'est maintenant le territoire des Anglais. On voit qu'ils ont perdu un peu ici de la Guyane, mais ils ont quand même un quart de la France. Voilà. Ici, on a les Français, et ici, on les a mis en bleu, c'est les Bourguignons. Alors normalement, ils sont censés être quand même les Français, comme les Français, c'est-à-dire en rouge. Mais vu qu'ils sont un peu du côté des Anglais, on les a mis en bleu, quoi. Vous voyez, les Bourguignons, ils vont de là jusque là. C'est énorme.
Et du coup, on voit plusieurs batailles. Il y a la bataille de Crécy, qui est là. Il y a la bataille de Azincourt aussi. Voilà. Et voilà. Du coup, c'est mal barré, malheureusement, pour nos pauvres Français. Ils ont ça qui sont avec les Bourguignons qui sont avec les Français, les Anglais, et les Anglais qui sont là et là. Alors, que va-t-il se passer pendant cette guerre de 100 ans? On verra ça tout de suite. Alors maintenant, je vais vous demander de... Hop là. Ok. Fallait vous montrer la correction. Ouais. Sur le dossier exercice, vous allez avoir, comme d'habitude, bon, des exercices. En bas, il y aura un exercice à faire, vous verrez, mais il y a un texte. Et ce texte, vous allez il y aura une voix, comme d'habitude, qui va raconter le texte. Et vous devez suivre avec votre doigt. Ok? Pour être sûr de bien comprendre, etc. Ça va être la réponse à qu'est-ce qui va se passer ensuite. Ok? Écoutez bien, suivez bien avec votre doigt le texte. Je vous laisse un peu le temps pour le prendre. Parce qu'il faut que je prépare la vidéo et tout ça. Et essayez de bien comprendre. Allez. Ouvrez le fichier, suivez avec votre doigt. Moi, je prépare tout ça. Allez, on est parti. Sur les murs de ma prison, les images de ma courte vie défilent. Je me revois petite fille. Pour tous, dans mon village de Don Rémy, j'étais Jeannette. La vie m'était douce au milieu de ma famille. J'aimais la terre, changeante au fil des saisons. J'aimais Dieu et ses saints. Mais les voix de l'archange Saint-Michel mirent fin à mon enfance. Elles me donnèrent commandement de sauver le royaume de France. Je me revois dans le froid de l'hiver, avec ma petite escorte que voulut bien me donner le capitaine Robert de Baudricourt. Je chevauchais à travers le pays où rôdaient les Anglais. J'atteignis Chinon, où je rencontrai le gentil dauphin. Je garde en ma mémoire son sourire lorsqu'il m'accorda une armée. Je me revois au milieu des soldats, les encourageant, les exaltant. Les hommes de guerre m'appelaient la pucelle. J'étais la jeune fille pure qui les guidait dans un juste combat. Nous délivrâmes Orléans. La foule m'acclamait. Jamais je ne fus aussi fière de mon armure et de mon étendard. Les villes se rendaient les unes après les autres. Saint-Fargeau, Auxerre, Troyes, Châlons en Champagne, toutes s'ouvraient comme les fleurs du printemps. Ma route vers Reims était libre. Je me revois à Reims, la ville des rois, la ville du sacre. J'en tremble encore d'émotion. Reims, enfin. En ce jour merveilleux du 17 juillet 1429, j'étais aux côtés de mon glorieux souverain, Charles le VII de Pardieu. La prophétie s'accomplissait et j'en étais l'ouvrière. Les habitants que je libérais me proclamaient angélique et fille de Dieu. Dans la haute cathédrale, je ne savais pas que mon rôle s'achevait. Maintenant que je suis prisonnière des Anglais à Rouen, le tribunal religieux qui me juge me déclare sorcière. Mon amour de Dieu, mon amour du roi de France vont me conduire à la mort. Peu m'importe le bûcher, j'ai fait ce que je devais. J'espère que vous avez au moins compris quelque chose. Alors, je vais essayer de trouver la carte. La carte. Sinon, la carte à un autre moment. Bah si, je vais prendre la carte en premier. Trouver ma carte. Là.
Ah, voilà. Alors, on a donc... du coup, c'est l'histoire de quelqu'un qui est très connu en France, qui fait partie du patrimoine français, c'est-à-dire que beaucoup de Français la connaissent, c'est l'histoire de Jeanne d'Arc. En fait, Jeanne d'Arc, c'était donc une fille qui était très jeune, et qui aurait entendu une voix dans sa tête de l'archange Saint-Michel, je crois, oui, archange Saint-Michel, oui, ok. Et cette voix lui aurait dit, tu dois aller à Chinon, c'est-à-dire là où on a vu Charles VII, qui a été obligé de se réfugier parce que les Bourguignons lui avaient dit de se réfugier là-bas. Tu dois aller à Chinon et tu dois aller dire au roi de se faire sacrer à Reims. À Reims, Chinon c'est là, Reims c'est là. Vous voyez que c'est en plein dans le territoire des Bourguignons. Voilà. Parce que Reims, c'est un endroit très important, c'est l'endroit où Charlemagne s'est fait couronner, c'est l'endroit où on couronne les rois de France. En fait, Jeanne d'Arc, elle a dit ça à Charles VII parce qu'elle croyait que c'était lui le roi de France et que du coup, comme c'est le roi de France, c'est lui qui a le droit légitime d'être le roi de France, il doit aller se faire couronner à Reims. Voilà. Et du coup, c'est ce qu'elle fait. Elle part de chez elle, elle va à Chinon, et elle va demander au roi elle va dire au roi qu'il faut aller se faire couronner à Reims, parce que c'est lui qui doit devenir le légitime roi. Et du coup, Charles VII l'accueille, il lui donne le droit d'avoir une armée pour le protéger. Et du coup, avec l'armée de Jeanne d'Arc et le roi Charles VII, ils partent vers Reims. Voilà. Et ensuite, ils arrivent à Reims, pas de souci. Ils font couronner le roi, il y a des batailles bien sûr, ça s'est pas passé comme ça. Ils font couronner le roi, du coup Charles VII, qui devient roi de France, mais on est en territoire bourguignon. Hein. Les Bourguignons réussissent à mettre la main sur Jeanne d'Arc. Et ils la livrent aux Anglais. Et vous pensez que les Anglais ne vont pas lui réserver un très bon sort à Jeanne d'Arc, sachant que c'est elle qui a réussi à faire qu'il y ait de nouveau un roi en France, et que ce soit un roi légitime en France, et que ce soit Charles VII. Du coup, ils vont l'accuser de sorcière, parce qu'elle a entendu une voix dans sa tête, etc. Et ils vont la condamner au bûcher, c'était ce qu'on réservait souvent aux sorcières, c'est-à-dire à être brûlée vivante sur un poteau. C'est un peu horrible, mais voilà. Et du coup, Jeanne d'Arc, c'est maintenant une des figures de la France, parce qu'elle a réussi, entre guillemets, à libérer la France de l'emprise des Anglais. Alors maintenant, petit exercice, je sais que c'était un peu long. Hop. Ok. Alors, pour ceux qui ont une imprimante, vous pouvez imprimer tout ça.